Pendant les funérailles de mon père, mon beau-frère m'a fixé du regard et a dit devant tout le monde, ma femme héritera de l'entreprise et des 200 millions de dollars. L'avocat de mon père a éclaté de rire. Parce qu'il avait des nouvelles dévastatrices. Je m'appelle Sarah, j'ai 35 ans, et je me souviens encore du moment exact où le rire de mon père a résonné dans notre maison quand mon demi-frère, Marcus, a déclaré qu'il dirigerait un jour notre empire familial. Papa a juste souri et a demandé si Marcus voulait plus de café. C'est drôle comme le recul fonctionne, n'est-ce pas? D'où regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre emplacement dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur le bouton j'aime et s'abonner si vous vous êtes déjà senti sous-estimé par quelqu'un qui ne savait clairement pas à qui il avait affaire. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Mon père, Robert Mitchell, n'a pas commencé avec grand-chose. Juste un gamin de 22 ans avec un diplôme en commerce d'une université d'État et un rêve plus grand que son compte en banque. Il a passé 30 ans à bâtir Mitchell Industries à partir d'un seul contrat de construction pour en faire un empire de plusieurs millions de dollars. Pas le genre d'entreprise tape à accent grave l'œil qui fait les gros titres, mais le genre solide et fiable qui construit la moitié des bâtiments commerciaux dans 3 États. J'ai grandi en le voyant travailler 16 heures par jour, manquant les pièces de théâtre de l'école, mais ne manquant jamais les choses importantes. Il m'a appris l'intégrité, le traitement équitable des gens, la construction de quelque chose qui dure. Sarah, disait-il en examinant des plans à notre table de cuisine. N'importe qui peut démolir quelque chose. Il faut un vrai caractère pour construire quelque chose qui vaut la peine d'être conservé. Quand j'avais 15 ans, papa a épousé Linda, une veuve avec une fille de 10 ans nommée Emma. Pour être honnête, je n'étais pas ravi d'avoir soudainement une belle-mère et une demi-sœur. Mais papa avait cette façon de faire en sorte que tout le monde se sente désiré. En 6 mois, Linda n'était pas seulement sa femme, elle faisait partie de la famille. Emma n'était pas seulement sa fille, elle était aussi sa fille. Les papiers d'adoption ont été signés le 11e anniversaire d'Emma. Je me souviens que papa s'est mis à genoux, lui présentant une boîte à bijoux qui jouait « You are my sunshine » et lui demandant officiellement si elle voulait être sa fille pour toujours. Emma lui a sauté au cou en sanglotant des larmes de joie. Même moi, j'ai eu les yeux un peu humides, bien que je ne l'ai jamais admis à l'époque. Le sang ne fait pas la famille, nous a dit papa à toutes les deux ce soir-là. L'amour et l'engagement font la famille. Vous êtes toutes les deux mes filles, point final. Emma s'est épanouie sous la direction de papa. Elle était intelligente, ambitieuse et avait ce charme naturel qui faisait que tout le monde l'aimait instantanément. Papa était si fier quand elle a obtenu son diplôme de major de promotion, quand elle est entrée en école de commerce, quand elle a décroché son premier emploi. Mais à mesure qu'Emma grandissait et commençait à sortir avec des garçons, j'ai remarqué que papa devenait plus protecteur. Ce n'est pas que je ne veux pas qu'elle soit heureuse, m'a-t-il confié lors d'un de nos dîners mensuels après qu'Emma a commencé à devenir sérieuse avec Marcus. Mais quelque chose chez ce garçon ne me plaît pas. Il parle de l'entreprise comme si elle était déjà la sienne. Fait des plans sans demander. Agit comme s'il avait droit à des choses qu'il n'a pas méritées. J'avais rencontré Marcus quelques fois lors de réunions de famille. Grand, beau, charmant de cette manière superficielle qui impressionne les parents au premier abord. Mais papa avait raison. Il y avait quelque chose de bizarre dans la façon dont il s'insérait dans les conversations d'affaires. Comment il citait des noms de clients comme s'il avait personnellement obtenu leur contrat. Peut-être que tu es juste un père surprotecteur, ai-je suggéré, bien que j'ai remarqué la même chose. Papa a secoué la tête. Sarah, je lis les gens depuis 30 ans. Ce garçon voit des signes de dollars quand il regarde Emma, pas de l'amour. Crois-moi, s'il se marie, il pensera avoir touché le jackpot. En y repensant, j'aurais dû prêter plus d'attention à la fréquence à laquelle l'avocat de papa se présentait à la maison pendant les fiançailles d'Emma. À l'époque, je pensais juste que c'était des affaires normales. Les avocats d'affaires font des visites à domicile quand on vaut ce que valait papa, n'est-ce pas? Faux. Papa jouait aux échecs pendant que Marcus jouait aux dames. Emma et Marcus se sont mariés lors d'une belle cérémonie que papa a payée sans se plaindre. 30 000 $ rien que pour les fleurs, mais il a souri et a signé le chèque. Rien n'est trop beau pour ma petite fille, a-t-il dit, bien que je l'ai surpris en train d'étudier Marcus pendant la réception avec ce regard calculateur qu'il avait en examinant les contrats. Après leur lune de miel, papa a offert à Marcus un poste chez Mitchell Industries. Gestion débutante, m'a-t-il expliqué en privé. Laisse-le apprendre le métier depuis la base comme tout le monde. En 6 mois,
impressionné par l'enthousiasme de Marcus et voulant donner à son gendre une réelle chance de faire ses preuves, papa l'a promu directeur des opérations avec le pouvoir d'approuver les contrats de routine avec les fournisseurs et les dépenses modérées. C'était un geste de confiance et de bonne volonté familiale que Marcus exploiterait plus tard sans pitié. Mais Marcus avait des idées différentes. Dès son premier mois, il suggérait des améliorations à des processus qui fonctionnaient depuis des décennies. Il accaparait les clients de longue date de papa lors d'événements d'entreprise, leur promettant de meilleures offres et des délais plus rapides sans consulter personne. Il a commencé à parler de l'entreprise en disant « nous » et « notre entreprise » dans les conversations avec les amis d'Emma. Le point de rupture est survenu lors d'une réunion du conseil d'administration à laquelle j'assistais dans le cadre de mon rôle dans les finances de l'entreprise. Marcus, qui n'avait rien à faire là, est entré et s'est assis comme s'il était à sa place. Lorsque l'assistante de papa a demandé s'il était censé être présent, Marcus l'a repoussé d'un geste de la main. « Je suis de la famille », a-t-il dit avec ce sourire confiant. « Je devrais être impliqué dans toutes les décisions importantes. » L'expression de papa n'a pas changé, mais j'ai vu sa mâchoire se crisper légèrement. « Marcus, c'est une réunion du conseil d'administration pour les chefs de département et la direction générale. Vous êtes le bienvenu pour observer depuis la galerie. Avec tout le respect que je vous dois, Robert, je pense qu'en tant que mari d'Emma et futur actionnaire de l'entreprise, je devrais avoir voix au chapitre dans ces discussions. » La pièce est devenue silencieuse. Le partenaire de longue date de papa, Tom Bradley, a haussé un sourcil. Notre chef des opérations, Maria Santos, a soudain trouvé ces notes très intéressantes. J'ai voulu disparaître sous le sol. Papa a souri de ce sourire poli qu'il réservait aux clients difficiles. J'apprécie votre enthousiasme, mon garçon, mais vous n'êtes ici que depuis 6 semaines. Peut-être devrions-nous nous concentrer sur l'apprentissage de vos responsabilités actuelles avant de discuter des privilèges du conseil d'administration. Marcus a quitté la réunion, mais son ressentiment était évident pour toutes les personnes présentes. Tom m'a prise à part par la suite. Ton père a un problème qui se prépare, a-t-il dit tranquillement. Ce garçon pense qu'il s'est marié pour devenir propriétaire, pas pour être employé. J'ai commencé à prêter plus d'attention après cela. Marcus faisait des promesses non autorisées aux fournisseurs, organisait des réunions avec des clients potentiels sans autorisation, et parlait constamment au-dessus de son grade. Mais le pire, c'était la façon dont il traitait Emma comme une porte d'entrée vers l'empire commercial de papa. Je l'ai entendu au téléphone un soir où je suis passé chez eux. Emma était sous la douche et Marcus ne savait pas que j'étais là. « Ouais, mec. Ce n'est qu'une question de temps, disait-il. Le vieil homme ne vivra pas éternellement. Et quand il sera parti, Emma héritera de tout. On parle d'au moins 200 millions plus tous les biens immobiliers. » Mon sang s'est glacé. Il planifiait littéralement la mort de mon père comme s'il s'agissait d'une opportunité commerciale. Papa a commencé à travailler tard plus souvent, mais pas sur des projets de construction. La lumière de son bureau à domicile restait allumée jusqu'à minuit, et je voyais des documents juridiques éparpillés sur son bureau lors de mes visites. Quand je lui posais des questions à ce sujet, il disait juste qu'il mettait à jour des papiers. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il était en train de blinder systématiquement notre héritage familial. Papa avait toujours été paranoïaque en matière de planification successorale, même avant qu'Emma n'épouse Marcus. Il avait vu trop d'entreprises familiales détruites par des conflits d'héritage. Trop de gens qui travaillaient dur perdaient tout au profit de parents cupides qui se présentaient avec des avocats après les funérailles. Mais le comportement de Marcus a poussé cette paranoïa à son paroxysme. « Je veux que tu rencontres mon avocat la semaine prochaine », m'a dit papa au petit déjeuner un samedi matin. Nous mettons à jour la planification de la succession et il y a des choses que tu dois comprendre. David Chen était l'avocat de papa depuis 15 ans. Un type brillant spécialisé dans la protection du patrimoine familial contre exactement le genre de prédateur que Marcus se révélait être. Son bureau était tout en bois sombre et en livre de droit, le genre d'endroit où l'argent sérieux obtient une protection sérieuse. Votre père s'inquiète de certaines vulnérabilités dans la structure successorale actuelle, a expliqué David diplomatiquement. Nous mettons en place des garanties pour nous assurer que l'entreprise reste stable, quels que soient les changements familiaux. Les documents étaient complexes, mais l'idée de base était simple, créer des couches de protection qui empêcheraient quiconque de fondre sur l'œuvre de la vie de papa et de la liquider. Structure de fiducie, droit de vote, composition du conseil d'administration, tout était conçu pour maintenir le contrôle entre des mains responsables. Et Emma, ai-je demandé.
Elle mérite son héritage. Bien sûr qu'elle le mérite, a dit papa. Emma sera bien pourvue. Mais il y a une différence entre pourvoir aux besoins de sa fille et céder le contrôle à quelqu'un qui ne l'a pas mérité. L'ironie, c'est que Marcus n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il a poursuivi ses manœuvres de pouvoir au bureau, ses références désinvoltes à « quand je dirigerai les choses », ses tentatives de plus en plus audacieuses de s'impliquer dans des décisions au-dessus de son grade. Papa a tout géré avec une patience remarquable. Il redirigeait les suggestions de Marcus vers les canaux appropriés, souriait poliment à ses commentaires présomptueux et maintenait une courtoisie professionnelle même lorsque Marcus testait clairement ses limites. Mais je pouvais voir les rouages tourner derrière l'extérieur calme de papa. Chaque dépassement de pouvoir, chaque supposition arrogante, chaque référence désinvolte à l'entreprise comme étant « la nôtre » était mentalement cataloguée et archivée. Le plus drôle, avec le recul, c'est que Marcus a interprété la retenue de papa comme de la faiblesse. Il semblait vraiment penser qu'il était en train d'user papa, que sa persistance finirait par payer. Il a commencé à prendre des initiatives encore plus audacieuses, à organiser des déjeuners avec des clients sans approbation et à se présenter comme un décideur de l'entreprise auprès des fournisseurs externes. Le garçon est en train de creuser sa propre tombe, a observé Tom Bradley après que Marcus ait promis à un client majeur une remise de 20% sur un projet qui était déjà à peine rentable. Robert le laisse juste s'enterrer. Papa n'a jamais perdu son sang-froid, n'a jamais confronté Marcus directement, n'a jamais donné le moindre signe qu'il était autre chose qu'un beau-père patient essayant de guider un gendre trop enthousiaste. Mais ces longues nuits dans son bureau, ce n'était pas une question de patience. C'était une question de préparation. Les visites de l'avocat sont devenues régulières, bien que papa ait pris soin de les programmer quand Emma et Marcus n'étaient pas là. David Chen arrivait avec sa mallette pleine de documents, et il disparaissait dans le bureau de papa pendant des heures. J'ai commencé à comprendre l'ampleur de ce qu'il construisait quand papa m'a demandé d'être témoin pour certaines signatures. Ce n'était pas de simples testaments ou des documents de fiducie de base. C'était une forteresse juridique complète conçue pour protéger tout ce que papa avait construit sous tous les angles imaginables. Changement de structure d'entreprise, a expliqué papa quand j'ai posé des questions sur la complexité. Exigence de composition du conseil d'administration, arrangement de fiducie de vote, protocole de succession. Pense à ça comme à une assurance contre le mauvais jugement. Marcus, pendant ce temps, devenait de plus en plus audacieux de semaine en semaine. Il a commencé à signer ses emails avec Marcus Thompson, équipe de direction, Mitchell Industries. Bien qu'il n'ait aucun titre de direction officiel, il a promis à un client de longue date que nous nous occuperions de leur projet d'expansion à prix coûtant. Pensant apparemment qu'il avait l'autorité de faire de telles garanties. Papa a dû personnellement appeler le client pour expliquer que Marcus avait mal interprété notre position, professionnellement, poliment, mais fermement. Je suis désolé pour la confusion, Jim. Marcus apprend encore nos structures de prix. Laisse-moi demander à Maria de t'envoyer notre proposition réelle. Quand Marcus a découvert que papa l'avait contredit, il était furieux. J'étais par hasard au bureau de papa quand Marcus a fait irruption, le visage rouge d'embarras et de colère. Tu m'as fait passer pour un idiot devant un client majeur, a sèchement dit Marcus, sans se soucier que l'assistante de papa et deux chefs de département pouvaient entendre chaque mot. La voix de papa est restée parfaitement calme. Tu as fait une promesse que l'entreprise ne pouvait pas tenir. Je l'ai corrigée. Je suis de la famille, Robert. Tu aurais dû me soutenir, pas me saper. La famille n'excuse pas l'incompétence, Marcus. Et la famille n'excuse certainement pas le fait de prendre des engagements qui pourraient coûter de l'argent à l'entreprise. Marcus a quitté le bureau de papa ce jour-là avec l'air d'un homme qui venait de réaliser qu'il n'était pas aussi important qu'il le pensait. Mais au lieu de tirer des leçons de l'expérience, il s'est entêté dans son arrogance. Il a commencé à avoir des séances de stratégie avec Emma à la maison. Séances que j'ai accidentellement entendues lors d'une visite. Marcus traitait essentiellement ces conversations comme des réunions de planification d'entreprise, discutant de la manière dont il restructurerait les opérations, quand nous prendrons le relais. Emma, à son crédit, semblait mal à l'aise avec ces conversations. Je l'ai entendu dire plus d'une fois que papa était en bonne santé et loin de la retraite, et que peut-être Marcus devrait se concentrer sur ses preuves dans son rôle actuel. Mais Marcus avait clairement dépassé l'idée de faire ses preuves. Dans son esprit, il avait déjà hérité de l'entreprise. Il attendait juste la formalité de la mort de papa pour que ce soit officiel. Ce qui était écœurant,
C'était la façon dont il en parlait comme si papa était un obstacle à surmonter plutôt que l'homme qui avait tout construit ce que Marcus voulait hériter. Il n'y avait aucune gratitude, aucun respect, aucune reconnaissance de ce que papa avait créé. Juste un calcul froid sur la façon de maximiser sa future richesse. Papa savait exactement ce qui se passait. Bien sûr, il avait bâti une entreprise prospère en étant capable de lire les gens, et Marcus était à peu près aussi subtil qu'un panneau d'affichage. Mais la réponse de papa n'a pas été la colère ou la confrontation. C'était une planification méthodique et prudente. Chaque document que David Chen apportait à la maison était un autre verrou sur le coffre-fort, une autre garantie contre les manigances de Marcus. Une autre façon de s'assurer que l'œuvre de la vie de papa survivrait intacte à sa mort. Marcus pensait jouer sur le long terme. Il n'avait aucune idée que papa en jouait un plus long encore. La crise cardiaque est survenue sans avertissement un mardi matin de mars. Papa examinait les plans d'un nouveau complexe municipal lorsqu'il s'est effondré à son bureau. Au moment où les ambulanciers sont arrivés, il était déjà parti. 64 ans, en apparente bonne santé, juste parti. Le médecin a dit que c'était massif et instantané, qu'il n'aurait pas souffert. Maigre réconfort, mais je m'y suis accroché. L'organisation des funérailles m'est revenue naturellement. Emma était trop dévastée pour penser à la logistique, et Linda tenait à peine le coup. Je me suis jeté dans la planification parce que c'était plus facile que de faire face au deuil. Papa aurait voulu que tout soit fait correctement, avec dignité et respect pour les centaines de personnes dont il avait touché la vie. Nous avons tenu le service à St. Matthew's, l'église où il avait épousé Linda, où il avait vu Emma obtenir son diplôme de leur programme de jeunesse, où il avait été un soutien discret mais généreux pendant plus d'une décennie. Le sanctuaire était bondé d'employés, de clients, de fournisseurs, de dirigeants communautaires, de familles, d'amis. Papa était plus aimé que je ne l'avais réalisé. Le père Martinez a parlé magnifiquement de l'intégrité de papa, de sa générosité, de son dévouement à la famille. Tom Bradley a partagé des souvenirs de leur partenariat commercial de 20 ans. Maria Santos a raconté comment papa l'avait promue de comptable à directrice des opérations, comment il avait cru en elle quand d'autres ne l'auraient pas fait. Emma a prononcé un éloge funèbre en larmes sur l'homme qui avait choisi d'être son père, qui l'avait aimé inconditionnellement, qui avait soutenu ses rêves sans réserve. Il n'y avait pas un œil sec dans l'église. L'enterrement était privé, juste la famille immédiate au cimetière de Woodland, où papa avait acheté des concessions pour lui et Linda des années plus tôt. Nous nous sommes tenus autour de la tombe dans le froid de mars, disant nos derniers adieux à l'homme qui avait été le centre de l'univers de notre famille. C'est à ce moment-là que Marcus a décidé de passer à l'action. Nous étions encore au bord de la tombe, le directeur des pompes funèbres arrangeant encore les fleurs, quand Marcus s'est avancé et a mis son bras autour des épaules d'Emma, sa voix portant clairement dans le silence du cimetière. Emma va hériter de l'entreprise et de 200 millions de dollars, a-t-il annoncé en me regardant droit dans les yeux. Il est temps que cette famille reconnaisse qui est vraiment aux commandes maintenant. Le silence qui a suivi était assourdissant. Linda a halté. La bouche de Tom Bradley est tombée. Même le directeur des pompes funèbres a semblé choqué par le moment et l'inopportunité de la déclaration. Mais David Chen, debout sur le côté dans son pardessus noir, a fait un bruit que je n'oublierai jamais de ma vie. Il a ri. Pas un rire cruel, pas un rire moqueur, mais le genre de petit rire involontaire qui s'échappe quand quelqu'un dit quelque chose de si fondamentalement faux que c'en est presque drôle. Le genre de rire que l'on fait quand quelqu'un déclare avec assurance que 2 + 2 = 7. Le visage de Marcus est devenu rouge. Quelque chose d'amusant à propos de l'héritage de ma femme, David ? David s'est rapidement ressaisi, mais ses yeux pétillaient d'une connaissance que le reste d'entre nous ne partageait pas encore. Mes excuses, Marcus. Les émotions des funérailles nous font tous dire des choses que nous pourrions regretter. Mais j'ai surpris le regard qui est passé entre David et Tom Bradley. C'était le regard de 2 hommes qui savaient quelque chose que Marcus ne savait pas. Quelque chose qui allait tout changer très bientôt. Marcus a interprété le rire de David comme de la nervosité, comme la réaction d'un avocat de famille qui était sur le point de perdre son plus gros client au profit d'une nouvelle direction. Il n'avait aucune idée que David avait passé la dernière année à élaborer l'équivalent juridique d'une bombe nucléaire, une bombe qui était sur le point d'exploser au visage de Marcus. La lecture du testament était prévue pour le vendredi suivant, donnant à chacun le temps de digérer la mort de papa et de prendre des dispositions de voyage pour les parents hors de l'État. Le bureau de David semblait plus petit avec 15 personnes entassées dedans. Mais papa avait voulu que tous les bénéficiaires soient présents pour la lecture.
Marcus est arrivé tôt, vêtu de son costume le plus cher et portant un portefeuille en cuir comme s'il se préparait à une réunion du conseil d'administration. Il a serré la main de David avec la poignée confiante d'un homme qui pensait être sur le point de devenir très riche. Emma avait l'air épuisée, encore en train de digérer son deuil, mais Marcus n'arrêtait pas de lui murmurer des assurances sur leur brillant avenir et sur la façon dont papa aurait voulu qu'il porte l'entreprise vers de nouveaux sommets. Même dans son chagrin, je pouvais voir qu'Emma était mal à l'aise avec son ton. Linda était assise tranquillement dans le coin, soutenue par sa sœur qui était venue de Californie. Elle avait l'air fragile et perdue, rien à voir avec la femme forte qui avait aidé papa à construire le bonheur de sa fin de vie. Quand David a ouvert le dossier et a commencé à lire le testament de papa, Marcus s'est penché en avant avec impatience. Son expression est devenue plus confiante à chaque déclaration préliminaire sur l'Esprit Saint, les témoins légaux, la révocation des testaments antérieurs. Puis David est arrivé aux dispositions substantielles. À ma femme bien-aimée, Linda. Je lègue la maison familiale, tous les effets personnels, et un fonds en fiducie de 5 millions de dollars géré par la banque pour assurer son confort et sa sécurité pour le reste de sa vie. Des hochements de tête dans la salle. Attendu et approprié. À diverses œuvres de charité et employés, je fais les legs spécifiques suivants. David a lu une liste de dons généreux mais pas surprenants à l'église. L'United Way, plusieurs employés de longue date. Marcus vibrait pratiquement d'anticipation. À ma fille, Emma Thompson, je lègue 10 millions de dollars à détenir en fiducie avec les conditions suivantes. Le sourire de Marcus s'est légèrement effacé alors que David lisait les restrictions. L'argent était à Emma, mais il ne pouvait être transféré, emprunté ou utilisé comme garantie sans l'approbation du fiduciaire. Son mari n'avait aucune revendication dessus. Mais la vraie bombe était encore à venir. Quant à Mitchell Industries et à tous les actifs commerciaux connexes, j'établis par la présente la Fondation Mitchell, une fiducie caritative dédiée au soutien des programmes de formation en construction et au développement des petites entreprises. Le contrôle de la fondation sera exercé par un conseil d'administration composé de David a lu la liste, Tom Bradley, Maria Santos, le père Martinez, le président du Community College, et 3 autres dirigeants communautaires, des professionnels, des personnes éthiques, des gens qui comprenaient les valeurs de papa. Pas Marcus, pas même Emma. Le visage de Marcus est passé du blanc au rouge, puis de nouveau au blanc. Il doit y avoir une erreur. David a levé les yeux calmement. Pas d'erreur, Marcus. Robert a été très précis sur ses intentions. Mais Emma est sa fille. Elle devrait hériter de l'entreprise. Emma a hérité d'une somme substantielle qui assurera sa sécurité à vie. L'entreprise continuera de fonctionner et de fournir des emplois à des centaines de personnes tout en finançant des activités éducatives et caritatives qui tenaient à cœur à Robert. Le génie du plan de papa devenait clair. Il n'avait pas déshérité Emma par dépit ou par suspicion. Il l'avait protégée de Marcus tout en s'assurant que l'œuvre de sa vie continuerait à servir la communauté qu'il aimait. Marcus s'est levé brusquement, sa chaise raclant bruyamment contre le sol. C'est ridicule. Nous allons contester cela. Emma a des droits. Le sourire de David était patient mais ferme. Le testament a été préparé il y a plus de 18 mois, examiné par 3 avocats indépendants, attesté par plusieurs parties, et comprend des dispositions spécifiques traitant des contestations potentielles. Je suis convaincu qu'il résistera à tout examen juridique. En quittant le bureau de David ce jour-là, Marcus était déjà au téléphone avec un avocat qu'il avait trouvé en ligne, fulminant à propos d'influence indue et de documents frauduleux. Mais je me suis souvenu des paroles de papa des années plus tôt. N'importe qui peut démolir quelque chose. Il faut un vrai caractère pour construire quelque chose qui vaut la peine d'être conservé. Papa avait construit quelque chose qui valait la peine d'être conservé, et il s'était assuré qu'il survivrait même à la tentative la plus déterminée de le démolir. Ce soir-là, j'ai trouvé une enveloppe scellée dans ma boîte aux lettres avec mon nom écrit de l'écriture familière de papa. À l'intérieur, il y avait une courte note. Sarah, la fondation aura besoin de quelqu'un qui comprend à la fois les affaires et les valeurs familiales pour servir de directeur exécutif. Les fiduciaires ont accepté de te proposer le poste si tu es intéressé. Avec amour, papa. Même depuis la tombe, il s'occupait toujours de la famille tout en protégeant ce qui comptait le plus. Marcus n'a perdu absolument aucun temps à pleurer la mort de papa. Dès le lundi matin, 3 jours après les funérailles, il convoquait une réunion d'urgence des dirigeants au bureau. J'ai reçu l'email à 7 heures du matin,
envoyé depuis son compte personnel puisque son accès à l'entreprise avait été automatiquement suspendu en attendant l'examen du conseil d'administration. L'objet était « Réunion urgente de transition de la nouvelle direction, lundi, 9 h. Nouvelle direction. Je devais admirer sa confiance, même si elle était complètement déplacée. Que pensez-vous qu'il se passera ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires, et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement si vous appréciez ce drame familial. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Je suis arrivé au bureau pour trouver Marcus dans la salle de conférence de papa, assis en bout de table comme s'il était le propriétaire des lieux. Il avait même déplacé la chaise de papa plus près du mur et avait apporté son propre fauteuil de direction en cuir. Le symbolisme était aussi subtil qu'une brique au visage. Tom Bradley, Maria Santos et 3 chefs de département étaient assis autour de la table, l'air profondément mal à l'aise. Marcus les avait apparemment convoqués pour ce qu'il pensait être son couronnement en tant que nouveau chef d'entreprise. Sarah, timing parfait, a dit Marcus avec ce sourire confiant qui me donnait la chair de poule. J'expliquais justement à tout le monde comment nous allons restructurer les opérations maintenant que nous avons une nouvelle direction. Tom s'est éclairci la gorge. Marcus, je ne pense pas que tu comprennes la situation juridique actuelle. Qui a-t-il à comprendre? Emma a hérité de l'entreprise. Je suis son mari. Par conséquent, c'est moi qui dirige les choses maintenant. Assez simple. Le silence dans la pièce était assourdissant. Maria fixait son bloc-notes comme s'il contenait les secrets de l'univers. Les chefs de département échangeaient des regards qui disaient clairement « Comment sortons-nous d'ici ?» J'ai décidé de mettre tout le monde hors de sa misère. En fait, Marcus, Emma n'a pas hérité de l'entreprise. L'entreprise appartient maintenant à une fondation caritative avec un conseil d'administration indépendant. Son sourire s'est légèrement effacé. Ce ne sont que des formalités administratives. Les entreprises familiales ont toujours des structures complexes à des fins fiscales. L'important est qu'Emma ait une participation majoritaire. Emma n'a aucune participation dans l'entreprise. 0. La fondation contrôle tout. Maintenant, son sourire a complètement disparu. C'est impossible. David Chen ne fait que protéger les actifs pendant la succession. Une fois que tout sera réglé, Emma aura le plein contrôle. Tom Bradley a pris la parole doucement mais fermement. Marcus, le testament est définitif. Robert a passé des mois avec des conseillers juridiques pour concevoir spécifiquement la structure. L'entreprise n'est plus une entreprise familiale. J'ai regardé le visage de Marcus passer par la confusion, l'incrédulité, la colère, et de nouveau la confusion. C'était comme regarder quelqu'un essayer de résoudre un problème de mathématiques où 2 plus 2 égale soudainement 17. Qui est dans ce conseil alors? A-t-il demandé. Tom a égrené la liste des administrateurs. Des dirigeants communautaires, des professionnels des affaires, le président du collège, des gens intègres et sans intérêt financier dans les bénéfices de l'entreprise. Où est mon nom? Où est le nom d'Emma? Aucun de vous deux n'est administrateur, a dit doucement Maria. Marcus s'est levé brusquement, son fauteuil de direction emprunté roulant en arrière contre le mur. C'est ridicule. Je travaille ici depuis 2 ans. Je connais cette entreprise de fond en comble. Je mérite une place à la table. L'ironie était presque trop délicieuse. Marcus pensait que 2 ans de performance discutable lui donnaient droit au contrôle de l'héritage de 30 ans de papa. Si papa avait pu voir ce moment, il aurait ri plus fort que David Chen aux funérailles. Le conseil se réunira jeudi pour discuter de la continuité des opérations, a expliqué Tom. D'ici là, les chefs de département continueront de me rendre compte en tant que directeur général par intérim. Et les décisions stratégiques, la planification à long terme, les relations avec les clients? Celles-ci seront gérées par les administrateurs et le personnel de direction. Votre contribution sera prise en considération. La façon dont Tom a dit « prise en considération » a clairement indiqué que la contribution de Marcus serait directement classée à la poubelle. Alors que la réunion se terminait, Marcus m'a prise à part dans le couloir. Sa façade confiante se fissurait, révélant l'homme désespéré en dessous. « Sarah, tu dois m'aider à comprendre ça. Emma est la fille de Robert. Elle aurait dû tout hériter. Emma a hérité de 10 millions de dollars, Marcus. C'est plus que ce que la plupart des gens voient dans leur vie. Mais l'entreprise, la société, c'est là que se trouve la vraie valeur.
J'ai souri doucement. La vraie valeur est de continuer le travail de papa et de soutenir la communauté, exactement ce que la fondation fera. Ce que je n'ai pas dit à Marcus, c'est que j'avais déjà commencé à mettre en œuvre la phase suivante du plan de papa. En tant que personne ayant des droits de vote temporaires pendant la transition, j'avais le pouvoir d'autoriser des audits de routine et des examens de conformité. Et les audits de routine, il s'avère, peuvent découvrir toutes sortes d'informations intéressantes. Le cabinet d'audit que l'entreprise de papa utilisait depuis des années était heureux de mener un examen complet pendant la transition de propriété. Procédure standard, ai-je expliqué à quiconque posait la question. Les administrateurs de la fondation veulent une image complète de l'entreprise avant de prendre le contrôle. Marcus semblait nerveux à propos de l'audit, mais pas excessivement inquiet. Après tout, que pouvait-il trouver? Il avait été prudent, intelligent, discret, ou du moins c'est ce qu'il pensait. Le premier signal d'alarme est apparu dans les dossiers des fournisseurs. Marcus avait approuvé plusieurs gros contrats avec Davison Supply Company au cours des 18 derniers mois. Rien d'inhabituel là-dedans, sauf que Davison Supply appartenait aux colocataires d'université de Marcus, Jerry Davison, et que leur prix était constamment de 15 à 20% plus élevé que ceux de nos fournisseurs traditionnels. Quand j'ai tiré les bons de commande, j'ai trouvé la signature de Marcus autorisant le changement de fournisseur. Son explication, documentée dans un email au service des achats, était que Davison offrait une qualité et une fiabilité supérieures, mais les matériaux étaient identiques à ceux que nous utilisions depuis des années, juste plus chers. Le schéma s'est répété avec Pinnacle Equipment Rentals, propriété du copain de Jim de Marcus. Puis de nouveau avec Elite Logistique, dirigé par quelqu'un qui partageait le nom de famille de Marcus, cousin, frère. Je ne me souciais pas vraiment du lien familial. Je me souciais des prix gonflés et du potentiel de pot de vin. Mais la vraie preuve irréfutable se trouvait dans les registres de paie. Marcus s'était autorisé des primes de performance chaque trimestre, soi-disant approuvées par papa, mais sans aucune documentation d'approbation réelle. Il ne s'agissait pas de petits montants non plus. Nous parlons de primes à 5 chiffres pour un gars qui était en poste depuis moins de 2 ans et qui n'avait aucune mesure de performance quantifiable pour justifier la rémunération supplémentaire. Plus je creusais, plus le schéma devenait clair. Marcus ne s'était pas seulement positionné pour hériter de l'entreprise. Il la volait systématiquement, utilisant son mariage avec Emma et sa relation avec papa comme couverture pour des vols de plus en plus audacieux. Mon préféré était les honoraires de consultation qu'il avait payés à Thomson Advisory Service. Un peu de recherche a révélé que Thomson Advisory Service était une société écran enregistrée au nom de son frère dans le Nevada. Pour $12 000, cette mystérieuse société de conseil avait apparemment fourni une expertise en planification stratégique pour aider Mitchell Industries à optimiser l'efficacité opérationnelle. L'expertise en planification stratégique consistait en un document de 3 pages avec des recommandations telles que réduire les déchets et améliorer le service client, des idées brillantes qui justifiaient un paiement de $12 000 à la famille de Marcus. J'ai tout documenté méticuleusement. Des feuilles de calcul comparant les prix des fournisseurs, des copies de tous les contrats suspects, des registres de paie montrant des primes non autorisées, des relevés bancaires pour les sociétés écrans. Au moment où j'ai terminé, j'avais une piste papier qui ferait pleurer de joie un procureur fédéral. Le préjudice total approchait les $200 000 sur 18 mois. Pas assez pour mettre l'entreprise en faillite, mais assez pour financer un style de vie très confortable. Marcus avait traité l'entreprise de papa comme son distributeur automatique personnel, confiant que son mariage avec Emma le protégerait de toute conséquence. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que papa avait soupçonné que quelque chose comme ça pourrait arriver. C'est pourquoi le cabinet d'audit avait été spécifiquement chargé de rechercher toute irrégularité dans les relations avec les fournisseurs, les paiements de primes et les autorisations de dépenses pendant la période de transition. Marcus pensait avoir été malin. Papa pensait 3 coups à l'avance. En compilant les preuves, je ne pouvais m'empêcher de m'émerveiller de l'audace de Marcus. Il avait volé de l'argent à l'homme dont il avait épousé la fille, dont il prétendait aimer l'entreprise, dont il avait promis de protéger l'héritage, et il avait fait tout cela en se positionnant comme l'héritier légitime de tout ce que papa avait construit. La belle ironie était que le vol de Marcus s'était produit pendant la période exacte où papa préparait ses défenses juridiques. Chaque contrat frauduleux, chaque prime non autorisée, chaque système de pot de vin s'était produit pendant que papa travaillait avec David Chen pour s'assurer que Marcus n'obtiendrait jamais le contrôle de l'entreprise. Marcus avait creusé sa propre tombe pendant que papa construisait le cercueil. La réunion des fiduciaires était prévue pour le mardi suivant dans la salle de conférence de David Chen.
J'avais passé le week-end à organiser les conclusions de l'audit en une présentation qui rendrait la situation parfaitement claire pour toutes les personnes impliquées. Tom Bradley est arrivé tôt, l'air sombre mais pas surpris. « C'est grave à quel point ?» a-t-il demandé en examinant mon résumé. « Assez grave pour justifier des poursuites pénales si nous voulions les engager ?» Maria Santos a sifflé doucement quand elle a vu les tableaux de comparaison des fournisseurs. Je me demandais pourquoi le coût de nos matériaux avait tant augmenté. Marcus disait toujours que c'était la fluctuation du marché. Le père Martinez, le président du collège, et les autres dirigeants communautaires ont écouté dans un silence stupéfait pendant que je présentais les preuves. C'étaient des gens qui connaissaient papa depuis des années, qui respectaient son intégrité et faisaient confiance à son jugement. Voir le vol systématique qui s'était produit sous son nez était à la fois choquant et exaspérant. Robert soupçonnait que quelque chose comme ça pourrait arriver, a expliqué David. C'est pourquoi il a insisté sur des dispositions d'audit spécifiques dans la charte de la fondation. Il voulait une protection contre exactement ce type de comportement. Les preuves étaient accablantes. Contrats gonflés, système de pots de vin, primes non autorisées, paiement à des sociétés écrans. Marcus avait dirigé une opération de détournement de fonds sophistiquée tout en se présentant comme un gendre dévoué. « Quelle est notre exposition juridique ?» a demandé le docteur Williams, le président du collège. « Minimale » a répondu David. « La fondation n'est pas responsable des vols préexistants, mais nous devons régler cela avant de prendre le plein contrôle opérationnel. » Tom s'est penché en arrière sur sa chaise en secouant la tête. 30 ans que Robert a passé à bâtir la réputation de cette entreprise. 30 ans de transactions honnêtes, de prix justes, de services fiables, et ce gamin a failli tout détruire pour de la petite monnaie. Les chiffres étaient accablants, mais ils ne racontaient qu'une partie de l'histoire. J'avais également découvert des emails où Marcus discutait de ses plans avec Emma. Des emails où il traitait l'entreprise comme si elle était déjà sa propriété, où il faisait des promesses à des amis sur de futurs contrats, une fois que je dirigerais le spectacle. L'email le plus révélateur était celui qu'il avait envoyé à son frère à propos de la société de conseil du Nevada. Rob ne remarquera jamais $12 000 ? Et même s'il le fait, qu'est-ce qu'il va faire ? Virer le mari de sa fille ? Les liens familiaux ont leurs avantages. Lire ces mots à voix haute au fiduciaire, c'était comme exposer l'âme de Marcus. Voici un homme qui s'était marié dans une famille, avait été accueilli et soutenu, avait eu des opportunités et de la confiance, et avait répondu en volant les gens qui lui avaient montré de la gentillesse. Je recommande que nous organisions une réunion avec Marcus pour jeudi, a dit David. Lui donner l'occasion d'expliquer ses divergences avant de prendre des mesures formelles. Le docteur Williams a hoché la tête. La procédure régulière est importante, même dans des cas aussi clairs que celui-ci. Mais je pouvais voir la détermination sur les visages de chacun. C'étaient des gens sérieux qui ne toléraient ni le vol ni la trahison. Marcus avait franchi une ligne qui ne pouvait être franchie en sens inverse. Une confiance brisée qui ne pouvait être réparée. Et Emma ? A demandé doucement le père Martinez. Elle a déjà tant traversé. Emma sera protégée, les jeux assurés. L'équipe juridique de la fondation s'occupera de cela avec soin. Elle n'a pas besoin d'être impliquée dans les aspects criminels, sauf si elle choisit de l'être. En quittant la réunion, Tom m'a prise à part. Ton père serait fier de la façon dont tu as géré cela, Sarah. Il a toujours dit que tu avais la meilleure combinaison de cœur et d'intelligence dans la famille. En marchant vers ma voiture, j'ai pensé au dernier cadeau de papa à nous tous. Il avait protégé l'entreprise de la cupidité de Marcus, s'était assuré qu'Emma serait financièrement en sécurité, et m'avait donné les outils pour exposer la vérité. Même dans la mort, il s'occupait toujours des gens qu'il aimait. Marcus pensait avoir joué sur le long terme, se positionnant lentement pour tout hériter. Il n'avait aucune idée que papa jouait un jeu encore plus long, un jeu qui se terminerait par une justice complète. La réunion de jeudi allait être très intéressante. Marcus est arrivé au bureau de David Chen le jeudi matin, habillé comme s'il assistait à une réunion du conseil d'administration. Costume cher, portefeuille en cuir, démarche assurée. Il pensait probablement qu'il s'agissait d'une discussion de transition de routine où sa contribution serait appréciée et sa position confirmée. Il n'avait aucune idée qu'il marchait vers sa propre exécution. « Marcus, merci d'être venu », a dit David professionnellement. « Nous avons quelques divergences financières que nous aimerions que vous nous aidiez à comprendre. » J'ai fait glisser le premier dossier sur la table de conférence. Commençons par Davison Supply Company.
Pouvez-vous expliquer pourquoi nous avons changé de fournisseur pour notre principal fournisseur de matériaux? Marcus a à peine jeté un coup d'œil aux documents. Meilleur prix, qualité supérieure, décision commerciale standard. Qualité supérieure qui coûte 20% de plus que notre précédent fournisseur. On en a pour son argent. Robert a toujours souligné l'importance de fournisseurs fiables. Tom Bradley s'est penché en avant. Marcus, Davison Supply appartient à Jerry Davison, votre ancien colocataire d'université. Avez-vous divulgué cette relation lors de l'autorisation du changement de fournisseur? Pour la première fois, Marcus a semblé vraiment surpris. Comment avez-vous? Je veux dire, l'entreprise de Jerry a fourni la meilleure proposition de valeur. Meilleure valeur avec une majoration de 20%? Ai-je demandé doucement. C'est une définition intéressante de la valeur. David a ouvert le deuxième dossier. Et Pinnacle Equipment Rentals? Également beaucoup plus cher que nos sociétés de location traditionnelles. Également détenu par quelqu'un que vous connaissez personnellement. La façade confiante de Marcus commençait à se fissurer. Écoutez, je connais ces gens, ils sont qualifiés. J'ai confiance en leur travail. Ça vaut la peine de payer un peu plus pour la fiabilité. Un peu plus. Maria Santos était restée silencieuse jusqu'à présent, mais les chiffres offensaient clairement ses sensibilités professionnelles. Marcus, ces contrats ont coûté à l'entreprise 60 000 $ de plus sur 18 mois. Ce n'est pas un peu plus. C'est un surpaiement systématique. Et Thomson Advisory Service, ai-je demandé en faisant glisser le dossier le plus accablant sur la table. 12 000 $ pour un rapport de 3 pages recommandant de réduire les déchets et d'améliorer le service client. Des conseils assez chers pour des suggestions aussi évidentes. Marcus est devenu pâle. Je ne me souviens pas des détails spécifiques de cette mission de conseil. Vraiment? Parce que Thomson Advisory Service appartient à votre frère dans le Nevada. Le même frère qui vit dans votre maison d'amis 3 mois par an. Le silence dans la pièce était assourdissant. Marcus a regardé autour de la table comme un animal piégé, réalisant pour la première fois que ce n'était pas une discussion d'affaires amicales. C'était un interrogatoire. Je pense qu'il y a eu un malentendu, a-t-il dit, sa voix manquant de sa confiance habituelle. C'étaient toutes des dépenses professionnelles légitimes approuvées par les canaux appropriés. David a fait glisser les registres de paie sur la table. Et les primes trimestrielles que vous vous êtes autorisées. 25 000 $ au total au cours de la dernière année. Pouvez-vous nous montrer l'approbation de Robert pour ces paiements? Robert était au courant des primes. Il voulait récompenser les bonnes performances. Mais il n'y a aucune documentation de son approbation. Pas de mais, pas d'autorisation écrite, pas de procès-verbaux du conseil d'administration, juste votre signature autorisant le paiement à vous-même. La voix de Tom était glaciale. Marcus, vous volez cette entreprise depuis 18 mois. Pot de vin de fournisseur, primes non autorisées, frais de conseil frauduleux. Le total dépasse 200 000 $. Marcus s'est levé brusquement, renversant sa chaise. C'est ridicule. Je suis de la famille. Je ne volerai jamais l'entreprise de Robert. Vous n'êtes pas de la famille, ai-je dit tranquillement. Vous êtes le mari d'Emma, et vous avez utilisé cette relation pour commettre une fraude. La pièce est devenue silencieuse. Marcus a regardé autour de la table une dernière fois, ne voyant que des visages sévères et des preuves accablantes. Ses épaules se sont affaissées alors que la réalité de sa situation pénétrait enfin son déni. Qu'est-ce qui se passe maintenant, a-t-il demandé, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. La réponse de David a été nette et professionnelle. Votre emploi est immédiatement résilié pour motif valable. La sécurité vous escortera hors des lieux. Tous les biens de l'entreprise doivent être restitués, y compris les clés, les cartes d'accès et toute information confidentielle. Et les poursuites pénales, cela dépendra de votre coopération avec le processus de transition et de recouvrement des actifs. Une coopération totale pourrait influencer notre décision d'impliquer les forces de l'ordre. Marcus a rassemblé ses affaires dans un silence stupéfait. 2 gardes de sécurité attendaient devant la salle de conférence pour s'assurer que son départ était rapide et complet. En arrivant à la porte, il s'est retourné une dernière fois. Emma n'est au courant de rien de tout ça. Nous le savons, ai-je dit. Emma sera protégée. Contrairement à vous, nous nous soucions réellement de la famille. En regardant Marcus sortir du bureau de David Chen, j'ai ressenti un profond sentiment d'accomplissement.
Le plan de papa avait parfaitement fonctionné. Le voleur avait été démasqué. L'entreprise était protégée, et la justice avait été rendue sans qu'Emma ne soit lésée dans le processus. Marcus pensait être assez intelligent pour voler un homme qui avait bâti un empire commercial grâce à une planification minutieuse et une attention aux détails. Il a appris à ses dépens que papa avait toujours 3 coups d'avance. Emma m'a appelé ce soir-là, la voix tremblante et confuse. Sarah. Marcus est rentré à la maison en agissant bizarrement. Il a dit qu'il avait été licencié de l'entreprise, mais il ne veut pas expliquer pourquoi. Sais-tu ce qui s'est passé? J'avais redouté cette conversation toute la journée. Emma méritait de savoir la vérité, mais elle méritait aussi de l'entendre doucement de quelqu'un qui l'aimait. Puis-je passer? Ce n'est pas quelque chose que nous devrions discuter au téléphone. Quand je suis arrivé chez Emma 1 heure plus tard, Marcus n'était nulle part. Il est parti chez son frère, a expliqué Emma. Il a dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir à ses options. Plus probablement, il avait besoin de temps pour déterminer quels actifs il pouvait cacher avant que l'enquête ne s'approfondisse. J'ai fait asseoir Emma dans son salon, la même pièce où j'avais entendu Marcus planifier l'avenir financier de papa des années plus tôt. L'ironie ne m'a pas échappé. Emma, Marcus a été licencié pour vol à l'entreprise. Nous avons trouvé des preuves de fraude de fournisseurs, de primes non autorisées et de systèmes de pots de vin remontant à 18 mois. La couleur a quitté le visage d'Emma. Voler? C'est impossible. Marcus ne ferait jamais. J'ai ouvert ma mallette et j'ai sorti des copies des documents clés. Je suis désolé, mais les preuves sont accablantes. Il a utilisé sa position pour s'enrichir, lui et ses amis, aux dépens de l'entreprise. Emma a regardé les contrats des fournisseurs, les registres de paie, les relevés bancaires de Thomson Advisory Service. Je l'ai regardé traiter l'information, voyant la trahison de son mari exposée en noir sur blanc. Il a utilisé mon nom, a-t-elle chuchoté en montrant un contrat où Marcus avait écrit, approuvé par Emma Thomson, dans la marge. Il a falsifié mon approbation sur des documents de l'entreprise. C'est ce qui a rendu cela si dévastateur, Emma. Marcus n'a pas seulement volé l'entreprise de papa. Il a utilisé votre réputation et votre relation avec papa comme couverture pour ses crimes. Emma a commencé à pleurer. Pas les larmes dramatiques de quelqu'un qui cherche de la sympathie, mais les larmes silencieuses de quelqu'un dont le monde venait de s'effondrer. L'homme qu'elle avait épousé, l'homme en qui elle avait confiance, avait systématiquement volé l'héritage de son père adoptif tout en prévoyant de tout hériter. Comment ai-je pu ne pas savoir, a-t-elle demandé. Comment ai-je pu vivre avec quelqu'un pendant 3 ans sans voir ça? Parce que tu es une bonne personne qui suppose que les autres sont bons aussi. Marcus comptait là-dessus. Il comptait sur l'amour de papa pour toi, ta confiance en lui, et le désir de la famille d'éviter les conflits. Je lui ai tendu des mouchoirs et je suis restée assise tranquillement pendant qu'elle digérait l'ampleur de la trahison de Marcus. L'homme qui avait promis de l'aimer et de l'honorer avait volé l'héritage de son père, utilisant son nom comme bouclier, et prévoyant de contrôler des actifs qui n'étaient pas les siens. Que dois-je faire maintenant, a finalement demandé Emma. D'abord, tu dois te protéger légalement. Marcus t'a impliqué dans ces manigances sans que tu le saches. Nous devons nous assurer que tu es complètement séparé de toute responsabilité pénale. J'ai sorti une carte de visite. C'est Jennifer Walsh, l'une des meilleures avocates de la famille de l'État. Elle est spécialisée dans la protection des conjoints contre les activités criminelles de leurs partenaires. J'ai déjà parlé avec elle de ta situation. Deuxièmement, tu dois décider de ton mariage. Je ne peux pas faire ce choix pour toi, mais je peux te dire que le comportement de Marcus montre un schéma de tromperie et de manipulation qui va bien au-delà de la criminalité financière. Emma a hoché la tête lentement. Il ne m'a jamais aimé, n'est-ce pas? J'étais juste son billet pour l'argent de papa. Je pense que Marcus aimait l'idée de toi, la fille qui réussit d'un riche homme d'affaires, la clé de tout ce qu'il voulait mais ne pouvait pas gagner lui-même. Au cours des 2 heures suivantes, nous avons passé en revue les options d'Emma étape par étape. Jennifer Walsh pouvait s'occuper de la procédure de divorce tout en protégeant l'héritage d'Emma de toute réclamation que Marcus pourrait faire. L'équipe juridique de la fondation veillerait à ce qu'Emma ne soit pas impliquée dans les crimes de Marcus. Plus important encore, les dispositions de la fiducie sur lesquelles papa avait insisté signifiaient que Marcus n'avait aucune réclamation sur les 10 millions de dollars d'Emma. Il l'avait épousée en pensant qu'il se mariait avec la richesse, mais la planification minutieuse de papa avait assuré que la richesse resterait avec Emma seule. Papa savait,
n'est-ce pas, a demandé Emma alors que je me préparais à partir. Il a vu ce qu'était vraiment Marcus et m'a protégé de lui. Papa t'aimait assez pour se préparer à toutes les éventualités, même celles qu'il espérait ne jamais se produire. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai pensé au dernier acte de protection de papa. Il avait sauvé Emma de la ruine financière, sauvé l'entreprise d'un prédateur, et s'était assuré que la justice serait rendue même depuis l'au-delà. Marcus pensait jouer sur le long terme. Papa a joué le plus long jeu de tous. 6 mois plus tard, Mitchell Industries prospérait sous la gestion de la fondation. Les contrats de fournisseurs gonflés avaient été renégociés, permettant à l'entreprise d'économiser près de $100 000 par an. Le moral des employés était plus élevé qu'il ne l'avait été depuis des années, en partie parce que tout le monde savait qu'ils travaillaient pour quelque chose de plus grand que les bénéfices de l'entreprise. Marcus avait disparu discrètement. Son divorce avec Emma s'est finalisé sans drame, grâce à l'accord prénuptial sur lequel l'avocat de papa avait insisté. Les poursuites pénales ont été abandonnées en échange d'une restitution complète et d'une confession signée détaillant ses manigances. Il avait déménagé dans un autre état, probablement pour trouver de nouvelles opportunités de se réinventer. Emma allait bien, compte tenu de tout ce qu'elle avait traversé. La thérapie l'avait aidé à digérer non seulement la trahison de Marcus, mais aussi son chagrin d'avoir perdu papa. Elle avait commencé à utiliser son héritage pour soutenir des causes qui tenaient à cœur à papa, notamment un fonds de bourse d'études pour les enfants de familles ouvrières qui voulaient étudier le commerce ou l'ingénierie. « Je veux faire quelque chose qui rendrait papa fier », m'avait-elle dit lorsque nous nous sommes rencontrés pour déjeuner la semaine précédente. Il m'a donné bien plus que de l'argent. Il m'a donné des valeurs et un but. J'avais pris le poste de directrice exécutive de la Fondation Mitchell, utilisant mon expérience en affaires pour m'assurer que l'héritage de papa continue de croître. Nous financions des programmes de formation en construction dans 3 collèges communautaires, accordions des prêts aux petites entreprises locales et soutenions des ligues sportives pour les jeunes dans toute la région. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires sur la famille, la justice et le pouvoir d'une planification minutieuse. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la satisfaction immédiate, mais la protection à long terme des personnes et des valeurs que vous aimez le plus. Les bureaux de la fondation se trouvaient dans le même bâtiment où papa avait lancé Mitchell Industries 30 ans plus tôt. Sa photo était accrochée dans la salle de conférence, non pas comme un sanctuaire du passé, mais comme un rappel des valeurs qui guidaient notre travail, intégrité, équité, service communautaire, et la compréhension que la vraie richesse vient de la construction de choses qui durent. Tom Bradley est passé à mon bureau cet après-midi-là, portant un dossier de proposition d'organismes de bienfaisance locaux demandant le soutien de la fondation. Ton père serait étonné de ce que c'est devenu, Sarah. Il a construit une entreprise pour subvenir aux besoins de sa famille. Maintenant, elle subvient aux besoins de centaines de familles. C'est exactement ce qu'il aurait voulu, ai-je répondu en examinant les candidatures pour le programme de formation en construction. Papa a toujours dit que les meilleures entreprises servent leur communauté, pas seulement leurs propriétaires. Le dernier rebondissement du plan de papa avait mis des mois à être pleinement apprécié. En convertissant l'entreprise en une fondation caritative, il s'était assuré qu'elle ne serait jamais vulnérable au genre de cupidité et de mauvaise gestion que Marcus représentait. Les générations futures ne pourraient pas la vendre, la piller ou la détruire. Elle continuerait à servir la communauté indéfiniment, un monument vivant aux valeurs de papa. Marcus avait passé 2 ans à se positionner pour hériter d'une entreprise de plusieurs millions de dollars. Au lieu de cela, il avait perdu son emploi, son mariage, sa réputation et sa liberté. L'homme qui s'était tenu au-dessus de la tombe de papa annonçant ses plans d'héritage s'était retrouvé avec rien d'autre que des accusations criminelles et la honte publique. La belle ironie était que la vraie richesse de papa n'avait jamais été l'argent ou les actifs de l'entreprise. C'étaient les relations qu'il avait bâties, les valeurs qu'il avait inculquées, la communauté qu'il avait servie. Cette richesse ne pouvait être volée, héritée ou détruite. Elle ne pouvait être transmise qu'à des personnes qui comprenaient sa vraie valeur. Emma et moi avions toutes les deux hérité de cette vraie richesse. Nous avions appris de l'exemple de papa comment construire des choses qui comptent, comment protéger les personnes que nous aimons et comment nous assurer que la justice prévaut même si elle met du temps à arriver. Marcus pensait se marier avec l'argent. Il n'avait aucune idée qu'il défiait un homme qui avait passé 30 ans à apprendre à protéger tout ce qui comptait pour lui. Papa a eu le dernier mot après tout. Et c'était encore mieux que le rire de David Chen aux funérailles, car il a duré pour toujours.